Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel des appels d'offres. Après avoir vu le DC1 puis le DC2, nous allons voir cette fois le DC4 qui est l'acte par lequel on propose à l'acheteur public un sous-traitant. C'est parti! On va passer sans plus attendre au DC4. Vous allez voir, le DC4 c'est un tout petit peu plus difficile qu'un DC1 et qu'un DC2, tout simplement parce que on va vous demander plus d'informations et n'oubliez pas, il y a deux parties prenantes, le titulaire et le sous-traitant. Je vous ai mis sur la droite un règlement de consultation pour un appel d'offres d'impression de support de communication. On va s'en servir comme modèle pour répondre au marché via un DC4. Donc si on commence par l'identification de l'acheteur, ici c'est simple, c'est la mairie d'Herblay-sur-Seine, vous avez son logo ici. Généralement, ce qu'on appelle l'identification de l'acheteur, ça va être le nom du pouvoir adjudicateur. Un pouvoir adjudicateur, c'est l'acheteur public qui passe le marché. C'est très généralement en page de garde du règlement de la consultation. Ensuite, on va vous demander ici la personne habilitée à donner certains renseignements, notamment pour tout ce qui est nantissement ou cession de créance. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo ce que c'est parce que ça prendra un petit peu trop de temps, mais je ferai une vidéo sur le nantissement et la cession de créance et je mettrai en description le lien. Donc là, on met service marché public de la ville. Je vous invite à toujours mettre ça. Ça sera beaucoup plus simple. Comme ça, vous n'avez pas à vous embêter à chercher dans le règlement de consultation les coordonnées. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas, toutes les informations que vous mettez dans le DC4 ne sont pas éliminatoires. Au pire des cas, on vous demandera de compléter certains éléments. L'objet du marché, vous l'avez ici en page de garde. Si vous ne l'avez pas en page de garde, regardez dans le règlement de consultation. On l'a ici dans l'objet de la consultation, donc le 1.1. Et on reprend les éléments qui sont donnés. Ensuite, on va passer au point C, objet de la déclaration du sous-traitant. Vous avez ici trois possibilités. La présente déclaration de sous-traitance constitue un document annexé à l'offre du soumissionnaire, un acte spécial portant acceptation du sous-traitant ou encore un acte spécial modificatif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un document annexé à l'offre du soumissionnaire, c'est quand vous envoyez le DC4 lorsque vous répondez au marché public. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Un acte spécial portant acceptation du sous-traitant, c'est lorsque vous avez été retenu pour le marché et que, en cours d'exécution du marché, vous allez fournir un DC4 à l'acheteur public. Ensuite, pour ce qui est du troisième point, c'est lorsque vous avez déjà répondu à un marché public, que vous avez déjà envoyé un DC4 et qu'en fin de compte, vous allez refaire un DC4 qui modifiera le précédent DC4 que vous avez fait. En fait, il l'annulera, même il l'annulera et le remplacera, ce qui vous permet par exemple, si vous changez de sous-traitant, vous allez devoir refaire un DC4 et vous cocherez alors cette case-là. Donc pour nous, on va cocher cette case puisqu'on réalise et on rédige notre DC4 au moment où on va envoyer notre offre pour le marché public. Sur la partie D, on va vous demander l'identification du titulaire du marché public. Et là, vous allez voir, c'est les mêmes informations que pour un DC1 et pour un DC2. Nom commercial, dans mon cas c'est Odessia, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de SIRET ici, forme juridique de l'entreprise. Si vous êtes un groupement momentané d'entreprise, on va vous demander ici d'identifier et d'indiquer les coordonnées du mandataire du groupement. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo ce qu'est un groupement momentané d'entreprise, mais je ferai une vidéo là-dessus et encore une fois, je la mettrai en description de la présente vidéo. On passe ensuite à l'identification du sous-traitant. Et là, vous voyez, on vous demande exactement les mêmes informations que pour les titulaires, sauf que ça va être pour le sous-traitant. Nom commercial, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro de SIRET, forme juridique. Et on vous demande ici la personne physique qui a le pouvoir d'engager le sous-traitant. On vous demande ensuite si ce sous-traitant est considéré comme étant une micro, une petite ou une moyenne entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est considéré comme petite entreprise en dessous de 250 salariés. Après, tout dépend du chiffre d'affaires, mais généralement, quand on fait moins de 250 salariés, on n'atteint pas ce chiffre d'affaires-là. Vous pouvez tout de même vérifier sur Internet. Ici, cela concerne les marchés de défense ou de sécurité. On vous demande en fait si le sous-traitant a un lien ou non avec le titulaire. Si c'est le cas, il se peut que le sous-traitant n'ait pas le droit au paiement direct. Et j'expliquerai un petit peu plus loin
ce qu'est le droit au paiement direct. Donc nous, ici, ce n'est pas un marché de défense ou de sécurité, donc on ne coche rien. On va passer à la partie F sur la nature des prestations sous-traitées. On nous demande dans un premier temps la nature des prestations sous-traitées. Et pour le présent marché, ça va être l'impression des supports grand format et notamment de tout ce qui va être bâche. On va vous demander ensuite, dans les cas de sous-traitance de traitement de données à caractère personnel, un certain nombre d'informations. Ces données, elles sont demandées dans le cadre de la RGPD. Pour nous, il n'y a aucun traitement de données à caractère personnel, donc on ne remplit rien. Ce n'est peut-être pas le cas pour vous, et s'il y a du traitement de données à caractère personnel dans votre marché public, vous devez remplir l'ensemble de ces parties. Ici, encore une fois, si c'est un marché de défense et de sécurité, on appelle ça les MDS, on va vous demander le lieu d'exécution des prestations sous-traitées. Encore une fois, nous ne sommes pas, nous, dans un marché de défense et de sécurité. Nous ne remplissons donc rien ici. On va passer à la partie G sur le prix des prestations sous-traitées. Vous allez devoir indiquer ici le taux de TVA qui sera appliqué, le montant hors taxe et le montant TTC des prestations que vous allez sous-traiter au sous-traitant. Et ensuite, vous pouvez remplir cette partie-là, le B, si vous êtes dans le domaine de la construction, parce qu'il permet en fin de compte de faire jouer tout ce qui va être auto-liquidation de la TVA. Et là encore, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je pourrai faire une vidéo là-dessus. Nous passons à la sous-partie de tout ce qui est modalité de variation des prix. Ici, il va falloir que vous indiquiez les modalités de variation des prix vis-à-vis de votre sous-traitant. On passe au paiement direct du sous-traitant. Là, on vous demande si vous déclarez ou non que le sous-traitant remplit les conditions pour avoir le droit au paiement direct. Il faut savoir que tous les sous-traitants ont le droit au paiement direct à partir du moment où le montant que vous sous-traitez est supérieur à 600 € TTC. Il existe des exceptions, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'elles sont minimes. Sachez que généralement et dans 99% des cas, votre sous-traitant a le droit au paiement direct. Donc je vous invite à cocher la case oui. On passe ensuite aux conditions de paiement. Pour tout ce qui est conditions de paiement, c'est simple. Il va falloir que vous annexiez votre RIB, relevé d'identité bancaire, et que vous notiez ici le nom de l'établissement, le numéro de compte, et si le sous-traitant demande à bénéficier d'une avance. Il faut savoir que généralement dans les marchés publics, l'avance est de 5%. L'avance permet, avant même l'exécution du marché, d'obtenir un pourcentage du montant total de votre offre. Donc si par exemple vous faites une offre à 100 000 € et que vous avez le droit à 5% d'avance, vous recevrez 5 000 € avant le début et la date d'exécution du marché public. On va passer au titre I, capacité du sous-traitant. On va vous demander ici de donner toutes les informations qui vous sont demandées par l'acheteur public et de lister ici toutes ces informations-là. Et ces informations-là seront à donner pour votre sous-traitant, d'accord? Parce que vous, ces informations-là, vous les avez données lorsque vous avez rempli le DC2. Donc on va aller chercher dans le règlement de consultation toutes les informations que nous demande l'acheteur. Et si on regarde un petit peu dans le sommaire, on voit qu'à la page 8, on nous demande les documents relatifs à la candidature. Donc on va cliquer dessus et vous voyez ici, l'acheteur a récapitulé toutes les pièces qui étaient demandées, de la pièce 1 à la pièce 10. Ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous allez lister ici toutes les pièces qui sont demandées par l'acheteur et vous allez annexer à votre DC4 pour le sous-traitant toutes ces pièces. Voilà. Ici, sur la partie I2, on l'a vu ça dans le DC1 et dans le DC2, si vous disposez d'une plateforme Internet, ce qu'on appelle un coffre-fort numérique, qui vous permet de stocker un certain nombre de renseignements, admettons par exemple la déclaration des moyens techniques ou la déclaration des effectifs, vous pouvez indiquer l'adresse Internet et les renseignements nécessaires pour y accéder. L'acheteur public ira alors voir ces informations-là sur la plateforme
que vous avez rentré juste là. On va passer à la partie J. La partie J concerne la déclaration sur l'honneur. Votre sous-traitant déclare sur l'honneur qu'il ne rentre pas dans un champ d'exclusion à la commande publique. Ce champ d'exclusion, ça peut être le fait, par exemple, d'être en liquidation judiciaire ou de ne pas avoir payé ses cotisations fiscales ou sociales, pour vous donner deux exemples. Donc attention, cette case, parfois on passe à côté, je vous invite à faire attention et à bien la cocher. Vous pouvez ensuite passer, là encore, vous pouvez y insérer les documents de preuve disponibles en ligne, même principe que ce que je vous ai indiqué juste là. Et puis, on va passer à la partie K pour tout ce qui est cession ou nantissement de créances. Pour vous expliquer très rapidement ce qu'est une cession ou un nantissement de créances, c'est le fait de céder ses créances à un établissement bancaire. Admettons que demain, vous remportez un marché public de 100 000 euros. Vous allez dire à votre banque, écoutez, moi les 100 000 euros, je les veux en partie tout de suite parce que j'ai remporté ce marché public. Et dans ce cas-là, votre banque, si elle l'accepte, va vous donner 100 000 euros moins un taux d'intérêt qui peut se situer à 5, 6, 7, voire plus, voire des fois 10, 12%. Donc vous allez recevoir que 90 000 euros, mais vous allez recevoir par exemple ces 90 000 euros tout de suite, avant l'exécution du marché. Donc si tel est le cas, il va falloir que vous lisiez attentivement tous ces éléments-là et que vous cochiez les cases nécessaires. Pour ces éléments, étant donné que ça prend un petit peu de temps et étant donné que c'est un petit peu plus compliqué, je ferai une vidéo sur tout ce qui est cession ou nantissement de créances. En attendant, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter sur mon adresse mail qui est indiquée plus haut. Par la suite, je vous invite dans la partie L à signer ici le DC4 et à indiquer bien évidemment le lieu et la date et bien évidemment le nom de la personne morale considérée comme sous-traitant et le nom de la personne morale considérée comme titulaire. Voilà, on a fini pour le DC4 aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En attendant, moi je vous revois dans une autre vidéo.